Éric Fintin, c'est à vous. Donc, vous en êtes vous aussi à votre deuxième présentation. Donc, je vais rappeler brièvement que vous êtes professeur de biologie et d'écologie marine au Muséum national d'histoire naturelle, que vous dirigez la station marine de Dinard. Vous êtes spécialiste des poissons migrateurs et notamment de l'anguille, sur laquelle vous travaillez depuis plus de 30 ans. Vous allez nous parler d'un phénomène assez inquiétant. Un de plus s'agissant de ces pauvres anguilles, puisque vous allez nous exposer des travaux qui ont été réalisés dans 5 sites répartis du nord au sud de l'Europe et qui montrent que toutes les anguilles échantillonnées, quel que soit le site, sont contaminées par un ou plusieurs polluants. Voilà, c'est un bon départ. Merci. Voilà, donc c'est un travail, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un travail qu'on a commencé il y a longtemps, il y a plus de 10 ans, dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Iliad et qui comportait un volet contamination, qualité des anguilles argentées. Et aujourd'hui, c'est un peu comme pour l'interruption dont tu parlais, on n'a pas pu analyser toutes les données. On a eu un financement pour une thèse, et c'est Bastien Bourillon, là, qui est juste sous mon nom, là, qui est le doctorant qui a fait une bonne partie des analyses que je vais vous présenter. Alors, allez, un peu de biologie. 30 ans de recherche. Alors, quand je dis 30 ans, c'est plutôt 2500, puisque les recherches ont commencé avec Aristote sur l'espèce. Et on en est toujours au même constat, c'est que le cycle biologique est extraordinaire, mais toujours mal compris, mal connu. Alors, depuis 1922, on suppose que la naissance des anguilles a lieu dans la mer des Sargasses, c'est la zone grisée. Donc pas loin des Antilles, 5000 km au moins des côtes, et 10 000 si on vient d'Alexandrie sous le phare, en tant qu'anguille bien sûr. Donc Johann Schmidt a pu faire l'hypothèse forte que les anguilles naissaient dans cette zone de la mer des Sargasses, puisque il a trouvé les plus petites larves leptocéphales connues à l'échelle de l'océan, c'est-à-dire qui faisaient 5 mm et moins. Par contre, jamais d'adulte, aucun adulte reproducteur n'a été encore échantillonné là-bas, aucun œuf. Donc on est toujours un petit peu dans l'attente de la confirmation, de la validation. Et la mer des Sargasses, c'est grand, c'est 3 millions de kilomètres carrés, 1500 km du nord au sud et 3000 km d'est en ouest. Autant dire, les moineaux naissent en Europe, et on aura tout dit par rapport à l'anguille. Donc ça veut dire que on ne sait pas encore très bien où se déroule la ponte, à quelle profondeur, exactement quand. Il y a encore beaucoup de choses qui sont inconnues. On ne connaît pas les routes de migration avec précision. Les modèles nous disent certaines choses, notamment que elles prennent la route de la mer des Sargasses, la route du Gulf Stream, c'est septocéphale, donc c'est la flèche nord. Mais il y a aussi des voies plus directes par le courant des Açores. Donc zone de ponte unique ou multiple, durée et route d'émigration larvaire, ça reste des inconnus. À l'échelle de l'aire de distribution, donc de 20 degrés à 70 degrés nord, des zones côtières au ruisseau des sources, 3 à 30 ans de croissance en moyenne, mais avec des exceptions connues de plus de 80 ans. Donc là aussi, pourquoi une telle variabilité ? Et puis en réalité, les stocks en place sont pas encore bien connus. La présentation de Laurent hier a montré les difficultés qu'on avait encore pour évaluer les stocks. Donc biogéographie et trait de vie, c'est-à-dire est-ce que les grandes anguilles sont au nord comme l'ont suspecté pas mal de collègues au fil des années, et l'effet des contaminants, et plus généralement de la modification anthropique de l'environnement. On ne sait pas encore très bien comment tout ça fonctionne ensemble. Et puis la route de migration de retour vers la mer des Sargasses reste une inconnue, même si des progrès très forts ont été faits récemment grâce au programme Iliad, puisque avec un programme de marquage par des balises satellites, on a pu retracer la route de migration et les comportements de migration des anguilles, mais l'histoire s'arrête aux Açores. On a encore à peu près les 2/3 du chemin pour arriver en mer des Sargasses. Donc que des inconnus. Et l'ensemble du cycle biologique, aujourd'hui, on sait qu'il est potentiellement sous l'influence de la contamination. On va juste regarder un petit... Alors, il faut pas oublier, ça c'est très important et c'est confirmé, que c'est une population unique. Donc ce qui se passe dans le Rhône
a évidemment une incidence sur l'ensemble du stock et vice-versa. Tout est lié. On ne peut pas découpler, se dire moi je vais gérer chez moi et tant pis pour les autres. On est obligé de tout gérer ensemble. C'est compliqué. Donc les points saillants du cycle biologique et des effets des contaminants, la reproduction est en mer. Le transport des larves leptocéphales se fait vers le continent européen. Une fois que ça s'est arrivé, la croissance en eau continentale va durer 3 à 30 ans en moyenne. Grosse variabilité à l'intérieur d'un bassin versant. Ceux qui connaissent savent qu'il y a des petites anguilles argentées, des grandes, des mâles, des femelles, des âges différents. Et cette variabilité des traits de vie est un avantage sélectif pour les anguilles, qui existe, il faut le rappeler, depuis à peu près 30 millions d'années pour l'espèce européenne. Les anguilles cessent de s'alimenter pendant la migration, très important. Donc elles vont accumuler tout au long de leur vie la quantité suffisante de lipides, c'est-à-dire 12 à 20% de leur poids de corps, pour assurer les besoins énergétiques nécessaires à la migration. C'est le carburant. Et puis, les anguilles qui nous quittent, qui quittent les bassins versants, sont encore des jeunes adolescentes. Il n'y a pas de gamètes développés encore. Donc, il va falloir produire les œufs, produire les spermatozoïdes, et ça se fait sur les ressources lipidiques. Donc, durant la croissance, en eau continentale, de nombreux contaminants lipophiles, c'est-à-dire qui aiment les graisses, sont accumulés, mais elles sont accumulées dans les graisses et aussi dans les tissus musculaires. Donc au cours de la migration, ces lipides vont être remobilisés pour servir de carburant, pour produire l'énergie pour le travail musculaire, et du coup les polluants ils vont être remis dans la circulation générale, et ça peut affecter le succès de la migration. Et ces contaminants vont également être transférés vers les gamètes et vont altérer la fertilité, mais également la survie des larves. Et probablement même, on sait que certains contaminants peuvent avoir des effets sur le comportement des larves, c'est-à-dire bien longtemps après que la contamination de la mer ait eu lieu. Alors donc l'objectif ici, c'est d'analyser l'état de la contamination des anguilles à l'échelle européenne. On va essayer de développer un indicateur de qualité des anguilles argentées, et puis de développer un modèle prédictif de cette variabilité des traits de vie dont je vous parlais, à partir d'un certain nombre de facteurs environnementaux, et puis à partir de l'état de contamination. Donc, une fois qu'on a fait ça, on s'est dit à quoi ça sert de faire une énième fois le constat que les anguilles sont contaminées, comme beaucoup de poissons, comme beaucoup d'organismes terrestres aussi. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est bien, elles sont contaminées. Oui, mais il faut aller chercher les sources. Il faut chercher les responsables, les activités humaines responsables de cette contamination. Donc on a fait un petit essai pour aller dans cette direction. Donc voilà, c'est un programme européen, Iliad. Il y a encore un site qui est dédié à ce projet européen. 13 sites, 8 pays. Vous voyez les localisations des différents sites d'ateliers. Voilà. Donc on a beaucoup travaillé avec les pêcheurs professionnels. Bon, dans les engins de pêche utilisés, il y a un intrus, je vous laisse le chercher pour attraper l'anguille. Mais en gros, on a beaucoup travaillé avec les pêcheurs professionnels. On a fait quelques prélèvements en pêche électrique, mais l'essentiel, c'est collaboration un peu partout avec les pêcheurs professionnels. On n'aurait pas ce jeu de données sans eux. Donc les principes méthodologiques qu'on a retenus, c'est de mesurer un certain nombre de traits de vie, très simples, la longueur à l'argenture, le poids, non pas le point, mais le poids, et puis les taux de lipides, c'est un peu plus compliqué à obtenir, ça. L'âge, c'est compliqué aussi, puisqu'il faut passer par l'analyse de l'otolite, et puis le taux de croissance, tout simplement, la longueur sur l'âge à la dévalaison. On a dosé les contaminants. Alors, le jeu de données sur l'ensemble des traits de vie, c'est 450 anguilles dans les différentes. Donc c'est énorme, c'est un très gros jeu de données. Par contre, c'est tellement cher d'analyser les contaminants qu'on a pu le faire que sur 75 anguilles, provenant de 12 sites, 7 polluants organiques persistants et congénères ont été mesurés dans les muscles. Mais également, on a recherché 12 éléments traces dans 3 organes différents, muscles, gonades et foie,
Et on a également travaillé sur la prévalence et l'intensité de l'infestation par Anguillicola. Alors dans la salle, il y a un certain nombre de personnes qui étaient impliquées dans ce programme européen, dont Elsa, puis il y en avait un certain nombre d'autres que je vais. Alors je pense à Elsa parce que c'est eux qui ont à Perpignan fait le travail sur Anguillicola crassus. Les variables environnementales sont simples, latitude et longitude, distance à la mer des Sargasses, et taille du bassin versant et la salinité de l'habitat. C'est simple à prendre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a sur toute cette aire géographique. Et notre approche, elle est pragmatique et naïve. C'est-à-dire, on ne fait pas l'hypothèse que tel contaminant va avoir tel effet. On considère que tous les contaminants peuvent avoir un effet qu'on ne connaît pas. Donc, on a développé alors là c'est un petit peu compliqué, mais je vais passer rapidement. Le 1, l'idée c'est de standardiser à l'échelle de l'ensemble du jeu de données, c'est-à-dire qu'on prend la valeur max obtenue sur l'ensemble du jeu de données et simplement on est en pourcentage de ce max. Donc tout ça, ce sont des index relatifs qui ont été développés par un collègue qui s'appelle Grégory Maes. Et on a fait ça pour en fait pour 4 composantes. Donc on a le taux de lipides qui lui est plutôt un gage de qualité, puisque si on a moins de 12% de lipides, on considère que l'anguille ne peut pas faire le voyage. Si elle est entre 12 et 20, ça va, mais ça pourrait être mieux, et plus de 20, c'est vraiment ce qu'il faut, vraiment confortable pour l'anguille. Donc ça nous donne des notes entre 0 et 1. La contamination en Anguillicola crassus, donc c'est la charge en nématode en fait qui nous sert d'indicateur entre 0 et 1 toujours. Et puis ensuite la charge en polluants organiques et la charge en éléments traces. Alors on a fait ça, je dis tout de suite, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de pesticides. On n'a pas tout fait, c'était beaucoup trop cher. Et il y a des pesticides nouveaux qui apparaissent peut-être pas tous les jours, mais très régulièrement, donc on ne peut pas suivre. Alors, en fait, on a obtenu un indicateur qui va entre 0 et 4 et on a classé chaque anguille en fonction de quartile, faible contamination, faible niveau de contamination générale, fort niveau, enfin un peu impacté et très impacté. Donc 4 classes et ça nous a permis de qualifier, de classer les bassins versants entre eux surtout et les anguilles entre elles. Alors là, ils sont classés du nord au sud. Bague, Sévages-Sigean, Loire. Alors ça, c'est pour le graphique du haut. Je pense pas que je vais faire mieux que vous au niveau du pointeur, mais vous voyez le graphique du haut, le A. Vous avez donc des bassins versants qui sont classés de gauche à droite, donc du sud vers le nord. Sto, c'est Stockholm, hein, donc c'est la Baltique en fait. Et vous voyez que le niveau de contamination de chaque bassin versant moyen est classé de 1 à 8 ou 7. Non, 8 c'est ça. Alors le meilleur état, c'est donc dans l'archipel de Stockholm, et le moins bon état, malheureusement, c'est le petit fleuve côtier qu'on suit depuis 25 ans, le Frémur, juste à côté de chez nous. Alors, vous voyez comment se décompose, vous avez donc ce RLI, c'est l'indice de qualité des anguilles qui est proposé là, et vous voyez qu'il s'étale entre, en gros, 0,5 et puis une valeur de 2,5 pour le plus contaminé. Et vous voyez une décomposition des couleurs qui indique la composante principale de ce classement. Alors ensuite, si on classe les anguilles dans chacun des bassins versants, c'est la ligne B, vous voyez que, par exemple, pour la Loire, qui est la deuxième en partant de la gauche, eh bien vous voyez qu'il n'y a pratiquement aucune anguille de la classe du quartile 1. Et toutes les autres sont comprises entre le quartile 2 et 4, c'est-à-dire le rouge. Et vous allez complètement à droite, à Stockholm, vous voyez que toutes les anguilles échantillonnées sont du quartile 1, c'est-à-dire en bonne santé. Et si vous prenez la ligne 3, eh bien vous voyez les différentes... pour chaque quartile, vous voyez quelle est la contribution de chacun des contaminants à la notation par quartile. Donc vous voyez, retenez à ce stade qu'on peut interclasser les bassins versants, qu'on peut identifier les grandes sources de contamination
et puis que les fleuves français, les grands fleuves français, il n'y a pas le Rhône, malheureusement on n'avait pas pu avoir de partenaires à ce moment-là, parce qu'on voulait des partenaires qui nous fournissent des anguilles argentées. À l'époque, c'était pas possible. Peut-être que dans 2 ans, on pourra le faire voilà. Mais ça, pour le moment, c'est pas encore le cas. Bref, la Loire, grand fleuve français, sauvage, le dernier d'Europe, paraît-il, il est quand même dans le classement numéro 5, c'est-à-dire c'est pas vraiment génial. Voilà. Alors, ensuite, on s'est dit, mais d'où viennent ces contaminants? Donc, on a pris un travail américain qui a tracé l'origine des contaminants par catégorie d'activité humaine. Donc ça va de l'agriculture à l'extraction minière et le charbon. Alors chez nous, on n'a pas de charbon, mais on a bêtement et un peu volontairement utilisé quand même l'activité minière, puisque symboliquement, en ce moment, ça a du sens. Et on voit que, bref, on est capable d'identifier les différents contaminants, les principaux contaminants produits par les différentes activités industrielles ou économiques. Alors ce qu'on voit, c'est que en fonction des différents bassins, toujours classés du sud en bas au nord en haut, eh bien on voit que comment dirais-je, on voit les différentes activités qui sont importantes. Et si vous prenez UK, alors la première lettre c'est le pays, hein. UK Warwickshire, c'est à peu près au milieu, WAR, c'est à peu près au milieu. On voit que là, il y a des polluants organiques persistants, notamment des PCB, qui sont très nombreux, des retardateurs de flammes aussi. Là, vous ne le voyez pas, mais je vous le dis. Et vous voyez que dans certains bassins versants, on sait qu'il va falloir travailler sur l'activité industrielle si on veut arriver à quelque chose, si on veut arriver à améliorer cette qualité. Alors, tout de suite, on se rend compte, on a presque envie de faire l'autruche en disant oh là là là, jamais on arrivera à faire quelque chose, jamais on arrivera à agir. Mais n'empêche que là, on commence un petit peu à montrer du doigt l'origine des contaminants. Et en utilisant cette classification par bassin versant, on peut se dire oui, bien sûr, chez nous, l'activité minière, par exemple, pour reprendre Bages, on sait très bien qu'il y a un problème d'arsenic dans ce secteur. Donc, de fait, les anguilles sont très contaminées à Bages par l'arsenic. Voilà. Alors, quel est l'effet sur le comportement? Retourne en mer. Là, c'est le comportement d'anguilles argentées qui ont été marquées par des balises satellites. Et puis, on a 3 grandes zones. La mer Celtique, à gauche, la mer Baltique, au centre, et le comportement d'anguilles méditerranéennes à droite. On a juste regardé... si vous regardez les graphiques du haut, vous voyez qu'à chaque fois, les anguilles, tous les jours, plongent assez profond et toutes les nuits remontent vers la surface, ce qui les fait traverser des températures comprises pour la mer Celtique de l'ordre, c'est pas les mêmes échelles. Alors attention, c'est les mêmes couleurs, mais pas les mêmes échelles. Vous voyez qu'on est entre 10 degrés et puis 11 degrés de température, alors qu'au centre, on descend jusqu'à 0 degré quasiment, et on arrive à 10 degrés près de la surface. C'est normal, c'est la mer Baltique, et là on est dans la mer de Norvège. Et les graphiques du dessous montrent que systématiquement, le jour, la moyenne de profondeur est de moins 100 mètres par rapport à la moyenne de la profondeur réalisée par l'anguille, c'est-à-dire en moyenne 600 mètres de profondeur, et on est 200 mètres au-dessus en moyenne, plus profond en moyenne la nuit. Toutes les anguilles, absolument toutes les anguilles, ont ce comportement. C'est un rôle essentiel dans la maturation des gonades qui se produit en mer. Donc la température moyenne de chaque anguille est d'environ 12 degrés. Là, c'est un petit échantillon que je vous montre de ces variations thermiques. Donc ça permet d'être synchro sur la maturation des gonades. Ça permet de se repérer, parce que quand on descend jusqu'à 1000 mètres de fond, on peut observer, on peut changer de masse d'eau et donc repérer des reliefs sous-marins notamment et des changements chimiques, de composition chimique de l'eau. Donc c'est un système pour se repérer, pour aller vers la mer des Sargasses. Imaginez qu'on vous balance avec un scaphandre parce qu'on est sympa, je sais pas moi, dans le golfe du Lion, on vous dise allez maintenant en mer des Sargasses sous l'eau. Faites comment pour vous repérer?
Même avec un compas, c'est difficile, voire impossible. Les anguilles y arrivent. C'est assez fabuleux. Et donc, ce comportement, il est essentiel pour ça. Toutes les anguilles font ça, sauf les anguilles de Loire. Et les anguilles de Loire, je vous rappelle qu'elles sont contaminées beaucoup plus que la moyenne. Je ne peux pas faire un lien de cause à effet, mais je peux quand même faire l'hypothèse que c'est parce qu'elles sont contaminées qu'elles n'ont pas le même comportement que les autres. Alors maintenant, on s'est dit, tiens, comment varie la taille à l'argenture, surtout mon jeu d'échantillons. Donc là, on repasse aux 400, non, on est toujours sur les 75, puisque, bref, puisque on est obligé d'avoir le même jeu de données sur les contaminés pour utiliser les variables de contamination. Donc juste la variation de la taille. Si on prend que les variables géographiques, eh bien, on se rend compte que la longitude, la latitude et puis la taille du bassin versant ont un rôle significatif sur la taille des anguilles à la dévalaison. Mais si on ajoute dans le jeu de variables explicatives les contaminants, on voit que la longitude, c'est la septième variable. Loin derrière, le nickel dans les gonades, le manganèse dans les gonades, le sélénium dans le muscle, le chrome, etc. Donc, on n'explique plus la variabilité des tailles à la dévalaison par les variables géographiques quand on ajoute des contaminants. C'est grave, ça veut dire que la contamination a modifié les traits de vie à la dévalaison à l'échelle de l'Europe. Alors, qu'est-ce que ça signifie sur la survie de l'espèce? J'en sais rien. On peut prendre l'âge à l'argenture. Alors, c'est pareil, la longitude n'explique plus rien, mais par contre, la latitude, la salinité et la taille du bassin versant ont un rôle. Mais si on rajoute les contaminants, eh bien, c'est le cadmium dans les gonades qui supplante les variables géographiques. Donc, les contaminants ont un effet sur l'âge de la dévalaison. Et si on continue, les variables pour le taux de croissance, les variables géographiques seules n'expliquent rien. Elles sont significatives, toujours les mêmes, ont toute une signification. Et si on regarde si on ajoute les contaminations, c'est pareil. Logiquement, le taux de croissance s'explique beaucoup plus par les contaminations que les variables géographiques. Donc, on a un gros problème au niveau de la contamination. Et c'est les contaminants métalliques qui sont a priori les plus graves, mais d'autres, comme les retardataires de flamme, qui sont utilisés dans les plastiques notamment, que nous consommons tous. Nous sommes tous responsables de ça, puisque nous utilisons tous allègrement des plastiques, eh bien, ont ce rôle. Voilà. Alors, 40 ans de déclin du recrutement, plan de gestion en 2010, petite timide tentative de remontée qui est loin d'être satisfaisante, qui en tout cas ne suffit pas pour dire que l'anguille va bien maintenant, loin s'en faut. 30 ans d'écologie de la conservation, les causes du déclin sont toutes anthropiques, je ne rentre pas dans les détails, mais en rouge j'ai ajouté contamination métallique et organique. Elles sont finalement peu prises en considération par les chercheurs. Il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus parce que c'est difficile. C'est difficile de montrer qu'un contaminant a un effet sur la reproduction, la croissance, etc., puisqu'on ne peut pas élever l'anguille. On ne peut pas, en tout cas, on ne peut pas la reproduire. Donc, on peut faire ça sur des perches, des brochets, des carpes, mais on ne peut pas le faire sur l'anguille. On ne peut pas bien travailler sur ces questions. En tout cas, les facteurs agissent de manière synergique, et le paradigme actuel du plan de gestion européen, c'est que les efforts sont centrés essentiellement sur la réduction de la pêche. Donc, l'objectif, c'était d'assurer l'échappement de 40% des anguilles. Pour le moment, c'est forcément pas atteint. Laurent l'a montré hier. Réduire la mortalité par pêche de 60%, ça a été fait. Restauration de la continuité écologique des lents progrès ont été réalisés, mais c'est pas suffisant. L'accès à l'amont, c'est plutôt pas mal pour l'anguille. Enfin, c'est surtout là-dessus qu'on a travaillé, mais la dévalaison, on l'a vu hier, c'est pas terrible. Et puis, le repeuplement, on y travaille, et c'est atteint au niveau européen, mais les autres causes sont peu ou pas traitées. Le changement global, il n'est pas traité forcément par le plan de gestion anguille, mais n'empêche que c'est une espèce symbolique de la réussite
par exemple des accords de Tokyo, puisque une fois qu'elle est en mer et qu'elle doit revenir, enfin en tout cas que les larves doivent revenir vers l'Europe, eh bien il faut absolument que les courants marins soient à la hauteur. On sait que le Gulf Stream est en train de balbutier en ce moment, on sait que le courant des Açores il est favorisé dans les conditions actuelles, mais on sait aussi qu'il y a de moins en moins à bouffer dans l'océan pour les leptocéphales. Donc changement global, c'est important. Restauration des habitats en Berne, il ne faut pas oublier qu'il y a 70% des habitats humides favorables à l'anguille qui ont été détruits dans les 100 dernières années. Et on ne fait pas grand-chose sur la dépolarisation, ça vient. Sur le Rhône, il y a un vaste programme de restauration, mais ça reste balbutiant. La limitation des contaminations métalliques et organiques, eh bien, sont renvoyées à la DCE, et la DCE nous dit oui, mais on n'a pas de seuil. Mais il faut arrêter avec les seuils. Il faut que ce soit zéro. Il faut arrêter de dire, bah ouais, à partir de combien est-ce qu'elle va être un petit peu malade, beaucoup malade? Stop! Le seuil, c'est zéro, surtout pour les polluants organiques persistants. Ça m'a fait froid dans le dos, et à vous tous aussi, ce qui a été dit hier sur les lamproies. Pourquoi est-ce qu'elles déclinent tout ensemble? Mais c'est forcément, ça me semble être, je peux pas le démontrer, mais intuitivement, je me dis qu'il y a des contaminants nouveaux qui sont apparus et dont on ne connaît pas les effets. Le seuil, c'est zéro, c'est tout. Il faut arrêter avec ces histoires. Donc, on sait quoi faire. Conclusion, les anguilles sont-elles dans l'impasse? Je garde toujours de l'optimisme. Je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'à force de communiquer vers le grand public, on va y arriver. Mais en tout cas, la contamination par les polluants organiques persistants et les éléments traces affectent toutes les anguilles. Il n'y en a pas une qui soit exempte d'au moins un contaminant. Il n'y en a pas une qui soit exempte de PCB. Toutes sont contaminées. La distribution biogéographique des traits de vie originels est modifiée et il y a un nécessaire recentrage du plan de gestion sur la réduction de la contamination. Il faut avancer là-dessus. J'en ai fini.